Tu ne es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Ma propre mère a hurlé ces mots au milieu d'un restaurant bondé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon frère, le génie autoproclamé de la famille, était pétrifié. Et moi? Au lieu de m'effondrer, j'ai posé une simple question qui a fait exploser notre famille pour de bon. C'est une histoire de loyauté, de trahison financière et du prix exorbitant de la paix intérieure. Accrochez-vous, car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Avant de plonger dans les détails de cette soirée infernale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que nous pouvons partager nos histoires à travers le monde. Maintenant, revenons à ce fameux mardi. Le téléphone a vibré sur mon bureau. C'était elle. Ma mère, Martine. Sa voix au téléphone était mielleuse, presque méconnaissable. Faustine, ma chérie, comment vas-tu? J'ai une merveilleuse nouvelle. J'ai réservé une table dans ce charmant petit bouchon du Vieux Lyon que tu aimes tant. Pour fêter ça. Fêter quoi? Mon cœur a raté un battement. Se pouvait-il que... Je venais de lui annoncer ma promotion la veille. Après des années de travail acharné, de nuits blanches passées à coder, j'avais enfin été nommé chef de projet dans mon entreprise de technologie. Une part de moi, une petite fille naïve de 34 ans, s'est mise à espérer. Peut-être que cette fois, c'était différent. Peut-être que cette fois, elle était vraiment fière de moi. Mais une autre partie de moi, celle qui avait grandi dans l'ombre de son fils prodigue, mon frère Bastien, s'est immédiatement méfiée. Cette voix cynique me murmurait que la gentillesse soudaine de ma mère cachait toujours quelque chose. Un besoin. Une demande. L'espoir, cependant, est une chose tenace. Je me suis remémoré une scène, si vive dans ma mémoire qu'elle semblait s'être déroulée hier. J'avais 12 ans. J'agitais fièrement ma copie de mathématiques sous son nez, un magnifique 20/20 encerclé de rouge par le professeur. Elle m'a caressé la tête distraitement, ses yeux déjà tournés vers l'autre bout de la table. « C'est bien, ma puce », a-t-elle dit, avant de s'exclamer avec un enthousiasme débordant, « Regardez ce que Bastien a dessiné. » Un cheval. On dirait une photo. Quel talent! C'est un véritable génie. Ce jour-là, j'ai compris. Mon excellence, mes efforts, mes réussites concrètes ne pèseraient jamais aussi lourd dans la balance de son amour que les esquisses inachevées de mon frère. Cette blessure, cette quête désespérée de sa validation, ne m'a jamais vraiment quitté. C'est cette blessure qui m'a poussé, pendant près de 10 ans, à devenir le pilier financier de la famille. Je payais le loyer de son charmant appartement sur les pentes de la Croix-Rousse, un quartier qu'elle jugeait inspirant pour Bastien. Je réglais les factures d'électricité, d'internet, de téléphone. Je finançais les fournitures artistiques de mon frère, des toiles hors de prix, des pigments importés, du matériel qui finissait le plus souvent par prendre la poussière dans un coin de sa chambre. Chaque virement bancaire était un cri silencieux. Regarde-moi. Vois ce que je fais pour vous. Sois fière de moi. Un cri qu'elle n'a jamais entendu. Pourtant, ce mardi-là, j'ai décidé d'y croire. J'ai chassé les fantômes du passé. J'ai quitté le bureau un peu plus tôt, je suis passé chez un caviste pour acheter une excellente bouteille de côte-rôtie, et j'ai enfilé une robe que je gardais pour les grandes occasions. Je me suis dit que cette promotion était peut-être le déclic dont elle avait besoin pour enfin me voir, moi, Faustine, sa fille qui réussissait, et pas seulement son carnet de chèques. Je me suis dit que cette fois serait la bonne. Que ce dîner marquerait un nouveau départ. Comme j'étais stupide. Je ne savais pas que je ne me rendais pas à une célébration, mais à mon propre procès. J'allais entrer dans le restaurant en tant que fille dévouée, et en sortir en tant qu'étrangère. Le bouchon lyonnais était exactement comme dans mes souvenirs, chaleureux, bruyant, avec une odeur réconfortante de coque au vin et de bois ciré. Les nappes à carreaux rouges et blancs, les poutres apparentes, le brouhaha joyeux des autres clients, tout aurait dû me mettre à l'aise. Mais en apercevant la table que ma mère avait choisie, mon estomac s'est noué. Il n'était pas 3, mais 5. Ma mère, Martine, trônait en bout de table, un sourire figé sur les lèvres. À sa droite, Bastien,
mon frère de 36 ans, l'éternel artiste incompris, affichait un air d'importance, comme s'il était la véritable raison de notre présence ici. Et en face d'eux, ma tante Agnès, la sœur de ma mère, et son mari, mon oncle Hervé. Mon cœur s'est serré. La présence de ma tante n'annonçait jamais rien de bon. Elle était le fidèle écho de ma mère, amplifiant chaque critique, applaudissant chaque injustice. Mon oncle Hervé, lui, était un homme taciturne. Il m'a gratifié d'un bref hochement de tête, son regard semblant dire « Courage ». Faustine, te voilà enfin, a claironné ma mère, assez fort pour que les tables voisines se tournent vers nous. On commençait à se demander si le monde de la finance ne t'avait pas complètement absorbé. Le premier coup était tiré. Subtil, mais précis. Le monde de la finance. Je travaillais dans l'informatique, elle le savait pertinemment, mais elle aimait dépeindre mon travail comme quelque chose de froid, de vénal, en opposition totale avec l'univers noble et pur de la création artistique de Bastien. Je l'ai embrassé, sentant son parfum poudré et cher, un parfum que je lui avais offert pour son anniversaire. Bonsoir maman. Bonsoir tout le monde. La soirée a commencé par un long monologue de ma mère, ponctué par les approbations enthousiastes de ma tante Agnès, sur le génie de Bastien. Nous avons eu droit à une description détaillée de sa dernière période créative. Apparemment, il explorait maintenant l'abstraction lyrique postmoderne. Il n'avait rien produit de concret depuis des mois, mais selon ma mère, c'était le signe d'une profonde introspection artistique. Il faut une âme tellement sensible pour faire ce que tu fais, mon chéri, a-t-elle roucoulé en lui tapotant la main. Loin des préoccupations matérielles de ce monde. Son regard s'est tourné vers moi une fraction de seconde, juste assez pour que je comprenne que j'étais, bien sûr, l'incarnation de ses préoccupations matérielles. J'ai essayé de participer, de poser des questions sur son art, mais Bastien répondait par des platitudes vagues, parlant de vibrations chromatiques et d'énergie texturale. Il était évident qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait, mais il récitait la leçon que notre mère lui avait enseignée toute sa vie. Il était spécial, un artiste, et le monde ordinaire ne pouvait pas le comprendre. Le serveur est arrivé pour prendre notre commande. Ma mère a choisi les plats les plus chers du menu, pour elle et pour Bastien, sans même regarder les prix, avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'aura pas à payer l'addition. Pendant que nous attendions nos plats, ma mère a porté le coup suivant. Et toi, Faustine? Toujours à taper sur ton clavier toute la journée? Ça ne doit pas être très épanouissant. Tous ces chiffres, ces codes. C'est si concret. Si terre à accent grave terre. Mon travail me plaît, maman. Et il paie les factures, ai-je répondu, avec une pointe d'agacement que je n'ai pas pu retenir. Elle a eu un petit rire pincé. L'argent, l'argent. Il y a des choses plus importantes dans la vie, ma chérie. La passion. La création. Regarde ton frère. Il n'a peut-être pas ton salaire, mais il est riche d'une manière que tu ne pourras jamais comprendre. Chaque mot était une gifle. J'étais assise là, la femme qui subvenait à leurs besoins, et j'étais réduite à une machine à sous sans âme. Le vin que j'avais apporté avec tant de fierté semblait soudain amer dans mon verre. L'atmosphère chaleureuse du restaurant était devenue étouffante. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. L'entrée est arrivée, une magnifique salade lyonnaise. Mais la nourriture n'avait aucun goût. Je mâchais machinalement, sentant le piège se refermer. Ce dîner n'était pas une célébration. C'était une embuscade. Et je savais, avec une certitude glaçante, que le plat principal de cette soirée n'était pas encore servi. Le plat principal est arrivé, un somptueux saucisson de lion en brioche. L'arôme aurait dû me mettre l'eau à la bouche, mais mon appétit avait complètement disparu. La conversation, menée presque exclusivement par ma mère et ma tante, continuait de tourner autour du même axe, le génie incompris de Bastien et, par contraste, ma vie vide de sens. C'est au moment du fromage que ma mère a décidé de jouer sa carte maîtresse. Elle a posé ses couverts, s'est essuyé les lèvres avec une délicatesse théâtrale et a pris un air grave et solennel. Les enfants, a-t-elle commencé, son regard balayant la table avant de se fixer sur moi. J'ai une annonce capitale à vous faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ce soir. Un silence s'est installé.
Même le bavardage de ma tante s'est tu. Je sentais tous les regards sur moi. Bastien, a-t-elle continué, sa voix vibrant d'une émotion feinte, va enfin avoir la reconnaissance qu'il mérite. Une galerie très en vue du quartier Auguste Comte lui a proposé d'exposer ses œuvres. Sa toute première exposition personnelle. Je suis restée bouche bée. Une galerie? Bastien? Je savais que les galeries sérieuses ne fonctionnaient pas comme ça. Elles ne venaient pas vous chercher, surtout quand vous n'aviez aucun portfolio, aucune vente, aucune réputation. Mon cerveau d'ingénieur a immédiatement détecté une faille dans le système. C'est formidable, ai-je réussi à articuler. Quelle galerie exactement? Ma mère a balayé ma question d'un geste de la main. Oh, un nom très chic, tu ne connaîtrais pas. L'important, c'est que c'est une opportunité unique. La chance d'une vie. Et puis, le coup près est tombé. Bien sûr, a-t-elle ajouté, son ton devenant soudainement très pragmatique, il y a quelques frais. La location de l'espace, la communication, le vernissage. C'est un investissement. Un investissement dans le futur de ton frère. Elle a marqué une pause, me regardant droit dans les yeux. Le piège était là, béant, devant moi. La galerie demande une participation de 15 000 euros. 15 000 euros. Le chiffre a résonné dans ma tête. 15 000 euros. C'était plus que ce que j'avais mis de côté pour l'acompte de mon futur appartement. C'était une somme colossale. Pourquoi? Pour accrocher les toiles invendues de mon frère sur les murs d'un espace probablement loué pour l'occasion? J'ai regardé Bastien. Il fixait son assiette, l'air faussement modeste, comme s'il était embarrassé par tant d'attention, mais je pouvais voir une lueur d'avidité dans ses yeux. Il était complice. Ils avaient monté ce plan ensemble. C'est donc tout naturellement, a poursuivi ma mère, sa voix ne laissant aucune place à la négociation, que j'ai pensé à toi, Faustine. Avec ta promotion, ce ne devrait être qu'une formalité. C'est ton devoir, en tant que sœur, en tant que membre de cette famille qui a la chance d'avoir les pieds sur terre, de soutenir le talent. C'est un honneur de pouvoir participer à l'éclosion d'un grand artiste. Le souffle m'a manqué. L'audace. L'arrogance. Elle ne me demandait pas. Elle m'informait. Elle disposait de mon argent, du fruit de mon travail, comme si c'était le sien. J'ai essayé de rester calme. Maman, 15 000 euros, c'est une somme énorme. Je ne peux pas. J'ai mes propres projets, j'essaie d'acheter un appartement. Avant même que j'aie pu finir ma phrase, son visage s'est durci. Le masque de la mère aimante est tombé, révélant la manipulatrice calculatrice en dessous. Un appartement? Des briques et du mortier? C'est ça, ta priorité? Face à la carrière de ton propre frère? Je n'arrive pas à croire à tant d'égoïsme. J'ai tenté une dernière fois. Je veux bien aider, bien sûr. Je peux peut-être contribuer à hauteur de 1 000 ou 2 000 euros pour le vernissage. Sa réaction a été si violente qu'elle m'a fait sursauter. 2 000 euros, a-t-elle sifflé, sa voix basse et menaçante. C'est une insulte. Tu te moques de nous? C'est à ce moment-là que je me suis tournée vers vous, qui m'écoutez. Imaginez la scène. Vous êtes à ma place. Votre famille vous met cette pression, devant tout le monde. Vous avez le choix, céder pour acheter une paix fragile et vous trahir vous-même, ou tenir bon et déclencher une guerre. Qu'auriez-vous fait? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. Parce que ma décision, à cet instant précis, a tout changé. Le refus, même partiel, a agi comme une étincelle sur une traînée de poudre. Le visage de ma mère s'est métamorphosé. La douceur feinte a laissé place à un masque de fureur et de mépris. Ses lèvres fines se sont pincées, ses yeux se sont plissés jusqu'à devenir 2 fentes glaciales. Égoïste, a-t-elle répété, sa voix montant d'un cran. Voilà ce que tu es. Une petite égoïste qui ne pense qu'à son petit confort matériel. Mon oncle Hervé s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Ma tante Agnès, au contraire, s'est penchée en avant, savourant le spectacle. C'était son moment préféré, celui où j'étais publiquement rabaissée. Ce n'est pas de l'égoïsme, maman, c'est du réalisme, ai-je tenté de me défendre,
ma propre voix tremblant légèrement. Je travaille dur pour mon argent. Je ne peux pas simplement signer un chèque de 15 000 € sur un coup de tête. Ton travail, a-t-elle craché le mot comme si c'était une obscénité. Tu crois que ce que tu fais a de la valeur? Rester assise devant un écran toute la journée à faire des choses que personne ne comprend? Pendant ce temps, ton frère, lui, il crée. Il met son âme, ses tripes, sur la toile. Il se bat pour quelque chose de plus grand. Le volume de sa voix avait attiré l'attention des tables voisines. Un couple plus âgé nous regardait avec curiosité. Un groupe de jeunes a baissé le ton de sa conversation. Le restaurant, autrefois si joyeux et bruyant, devenait le théâtre de mon humiliation. La chaleur a commencé à me monter aux joues. Mais bien sûr, tu ne peux pas comprendre ça, a-t-elle continué, son doigt accusateur pointé dans ma direction. Tu n'as aucune fibre artistique, aucune sensibilité. Tu es comme ton père. Froide. Calculatrice. Le coup bas. Mentionner mon père, décédé 10 ans plus tôt, l'homme qu'elle avait passé son mariage à critiquer pour son pragmatisme, était une tactique cruelle qu'elle réservait pour les grandes occasions. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je suis restée droite sur ma chaise, le regard fixé sur elle. Mon silence semblait l'enrager encore plus. Regarde-le, a-t-elle ordonné, en désignant Bastien qui, lâchement, contemplait le fond de son verre. Il a plus de talent dans son petit doigt que tu n'en auras jamais dans tout ton corps. Il est spécial. Et toi, tu n'es qu'un moyen. Un outil. Tu devrais être reconnaissante de pouvoir servir à quelque chose d'aussi noble que son art. Puis, elle s'est levée. Pas entièrement, juste assez pour s'appuyer sur la table, son corps penché vers moi, son visage déformé par la colère. Et elle a prononcé la phrase. La phrase qui a tout brisé. La phrase qui résonne encore dans mes cauchemars. Elle l'a hurlé, sans se soucier des dizaines d'oreilles qui pouvaient l'entendre. Tu ne es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Le temps s'est arrêté. Le bruit des fourchettes, les conversations, les rires, tout a disparu. Il n'y avait plus que ce silence assourdissant, rempli de choc et de pitié. La pitié des étrangers pour cette jeune femme qui venait de se faire démolir publiquement par sa propre mère. J'ai vu le visage du serveur, figé à quelques mètres de là, une bouteille de vin à la main. J'ai vu le couple âgé secouer la tête avec tristesse. J'ai vu la lueur triomphante dans les yeux de ma tante. Tout ce que j'avais fait. Toutes ces années de soutien inconditionnel. Tous ces sacrifices financiers. Tous ces espoirs insensés d'obtenir un jour une miette de sa fierté. Tout venait d'être réduit en cendres par une seule phrase, d'une violence inouïe. Je me suis sentie vidée. La douleur était si intense qu'elle en devenait presque abstraite. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au milieu de ce champ de ruines émotionnelles, une nouvelle sensation a émergé. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était un calme. Un calme glacial, absolu, et d'une clarté redoutable. Pour la première fois de ma vie, le sortilège était rompu. Je n'avais plus rien à prouver. Je n'avais plus rien à perdre. Le silence dans le restaurant était presque palpable. On aurait pu entendre une mouche voler. Ma mère était encore penchée au-dessus de la table, le souffle court, savourant l'effet de sa bombe verbale. Bastien, le grand artiste, semblait s'être rétréci sur sa chaise, incapable de croiser mon regard. Ma tante Agnès affichait un sourire venimeux de satisfaction. Seul mon oncle Hervé me regardait, une lueur de profonde tristesse dans les yeux. La douleur de l'humiliation était toujours là, une braise ardente dans ma poitrine. Mais le calme glacial qui m'avait envahi était plus fort. C'était la clarté de celui qui a tout perdu et qui réalise soudain qu'il est libre. Le besoin désespéré de son approbation, ce moteur qui avait dicté tant de mes décisions pendant 20 ans, venait de s'éteindre. Définitivement. J'ai lentement posé ma serviette sur la table. Mes gestes étaient mesurés, délibérés. Fini les tremblements. Fini l'incertitude. J'ai relevé la tête et j'ai regardé ma mère, droit dans les yeux. Mon regard n'était ni suppliant, ni colérique. Il était vide. Vide de toute attente.
D'accord, ai-je dit. Ma voix était si calme qu'elle a semblé résonner plus fort dans le silence que les hurlements de ma mère quelques instants plus tôt. Elle a froncé les sourcils, déconcertée par ma réaction. Elle s'attendait à des larmes, à des supplications, à une capitulation. Pas à ce simple mot. D'accord, ai-je répété, en articulant chaque syllabe. Je me suis ensuite tournée vers mon frère. Pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était vraiment, pas un génie incompris, mais un homme de 36 ans, faible et immature, qui se cachait derrière les jupes de sa mère. Mon regard est revenu se poser sur ma mère. Et j'ai prononcé la deuxième partie de ma réponse. La phrase qui allait signer la fin de notre relation. Alors demande-lui de payer ton loyer. L'effet a été instantané. C'était comme si j'avais jeté un seau d'eau glacée sur toute la table. Le visage de ma mère a perdu toutes ses couleurs. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, sans qu'aucun son n'en sorte. La prise de conscience a frappé. La réalisation soudaine et brutale des conséquences de ses propres paroles. Bastien a blêmi. Il a relevé la tête d'un coup, ses yeux remplis de panique. Payer le loyer? Lui? L'idée était si absurde, si étrangère à son univers, qu'il semblait avoir vu un fantôme. Le petit sourire de ma tante s'est évanoui. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le temps était suspendu. J'avais retourné leur monde, leur système de dépendance, avec une seule phrase logique et implacable. Si je ne valais rien, alors mon argent ne valait rien non plus. La connexion était faite. Sans un mot de plus, j'ai ouvert mon sac à main. J'ai sorti 2 billets de 100 € et je les ai posés délicatement sur la table, à côté de mon verre de vin à moitié plein. C'était bien plus que ce que coûtait ma part du repas, mais c'était un geste symbolique. Le dernier paiement. Je me suis levée. Ma chaise a raclé le sol, un son brutal qui a brisé le silence. Bonne soirée, ai-je dit à la cantonade, ma voix toujours aussi neutre. Je leur ai tourné le dos et j'ai traversé le restaurant, la tête haute. Je sentais des dizaines de paires d'yeux me suivre, mais je m'en fichais. Je ne regardais que la porte de sortie. La porte vers ma nouvelle vie. En poussant la porte, l'air frais de la nuit lyonnaise a frappé mon visage. C'était l'air de la liberté. J'ai pris une grande inspiration, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que mes poumons se remplissaient complètement. J'étais libre. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Je venais de remporter une bataille, mais j'avais sous-estimé à quel point ils étaient désespérés. La guerre, elle, ne faisait que commencer. Le trajet en taxi jusqu'à mon appartement a été étrangement serein. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me sentais juste vide. Comme si une partie de moi, une partie malade et douloureuse, avait été chirurgicalement enlevée. Le silence dans la voiture était un baume apaisant après la cacophonie émotionnelle du dîner. Mais cette paix a été de courte durée. À peine avais-je franchi le seuil de ma porte que mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Je l'ai sorti de mon sac. L'écran affichait « Maman ». J'ai ignoré l'appel et je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il passe sur la messagerie. Une seconde plus tard, il a recommencé. « Maman ». Je l'ai ignoré à nouveau. Puis une 3e fois. À la 4e tentative, j'ai mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai posé, écran retourné, sur la table basse. Les vibrations se sont arrêtées, remplacées par une série de bips indiquant l'arrivée de messages. Je savais que je ne devrais pas regarder. Je savais que ce serait un poison. Mais une curiosité morbide m'a poussé à le faire. Le premier message de ma mère était une explosion de rage pure, écrite en lettres capitales. Comment as-tu osé accent aigu nous humilier de la sorte? Rentrer à la maison immédiatement pour t'excuser. Tu as une honte pour cette famille. J'ai soupiré. Rien de nouveau sous le soleil. Le deuxième message était légèrement différent, une tentative de me faire culpabiliser. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait cesser d'IA. Moi, ta mère. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Mon cœur est brisé. J'ai presque ri. Tout ce qu'elle avait fait pour moi? Puis les messages de Bastien ont commencé à arriver. Ils étaient, si possible, encore plus pathétiques. Le premier,
Faustine, je ne comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Tu as tout gâché. C'était la chance de ma vie et tu l'as ruinée. Le suivant, quelques minutes plus tard, maman est dans un état terrible à cause de toi. Elle n'arrête pas de pleurer. J'espère que tu es contente. Tu es en train de détruire notre famille. Pas un mot d'excuse. Pas une once de reconnaissance pour les années de soutien. Seulement des reproches. J'étais, comme toujours, la méchante de l'histoire, la source de tous leurs problèmes. La seule différence, c'est que cette fois, je n'y croyais plus. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert mes contacts, j'ai trouvé « maman » et j'ai cliqué sur « bloquer ce contact ». J'ai fait de même pour « Bastien ». Et pour être sûr, j'ai aussi bloqué le numéro de ma tante Agnès. Le silence qui a suivi sur mon téléphone était assourdissant. C'était un silence nouveau, un silence de contrôle. Pour la première fois, c'est moi qui avais coupé la communication. C'est moi qui avais le pouvoir. Je me suis préparé une tasse de thé, mes mains tremblant légèrement. Le choc de la soirée commençait à se dissiper, laissant place à une profonde fatigue. Je me suis assise sur mon canapé, enroulée dans un plaid, et j'ai fixé le mur. J'ai pensé que c'était la fin. Que bloquer leur numéro suffirait. Qu'ils comprendraient le message et me laisseraient tranquille, au moins pour un temps. Quelle naïveté. J'avais oublié une chose essentielle à leur sujet, quand une porte se ferme, ils ne cherchent pas une autre clé. Ils essaient de défoncer le mur. Et le lendemain matin, j'ai découvert qu'ils avaient trouvé leur bélier, les réseaux sociaux. Ils allaient déplacer le champ de bataille de la sphère privée à la place publique. Et la guerre allait devenir beaucoup, beaucoup plus sale. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une étrange sensation de légèreté. Le silence de mon téléphone était un luxe que je n'avais pas connu depuis des années. Pas de message matinal passif-agressif de ma mère, pas de demande à peine déguisée de Bastien. Juste le calme. J'ai préparé mon café en profitant de cette tranquillité nouvelle. J'ai même souri en regardant le soleil filtrer à travers mes fenêtres. Je me sentais en contrôle. Forte. C'est en consultant machinalement Facebook en buvant mon café que mon monde s'est de nouveau écroulé. Une notification a attiré mon attention. Bastien avait publié quelque chose et plusieurs personnes l'avaient déjà commenté. Curieuse, j'ai cliqué. La publication était accompagnée d'une photo. Une photo de moi. Mais pas n'importe laquelle. C'était une photo prise pendant nos dernières vacances en famille, 2 ans auparavant. Sur le cliché, je suis sur un bateau, le vent dans les cheveux, le soleil en plein visage. Je plisse les yeux à cause de la luminosité, ce qui me donne un air pincé, presque méchant. C'était une photo peu flatteuse, choisie avec une intention malveillante évidente. Et puis il y avait le texte. Un long paragraphe, un chef-d'œuvre de manipulation et de victimisation. Parfois, la vie nous réserve de cruelles déceptions, commençait-il. On pense connaître les gens, surtout notre propre sang, mais on découvre qu'ils ne sont que des étrangers. C'est triste de voir comment le succès et l'argent peuvent corrompre une âme et lui faire oublier les valeurs essentielles, la famille, la loyauté, le soutien inconditionnel. Certains oublient d'où ils viennent dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent. On dit que la famille est ce qu'il y a de plus important, mais ce n'est malheureusement pas vrai pour tout le monde. Je pense fort à ma merveilleuse maman, qui a le cœur brisé mais qui reste si digne dans l'épreuve. L'art triomphera toujours de la cupidité. Il ne m'avait pas nommé. Il n'en avait pas eu besoin. La photo et le contexte étaient suffisamment clairs pour tous ceux qui nous connaissaient. Le sang a quitté mon visage. Je me sentais nauséeuse. Il avait osé. Il avait osé prendre notre conflit privé et l'étaler sur la place publique, en se peignant comme une victime et moi comme un monstre matérialiste et sans cœur. Le pire, c'était la section des commentaires. Ma tante Agnès avait été la première à réagir. Courage mon neveu adoré. Ton talent est immense et aucune âme insensible ne pourra jamais l'éteindre. Ta maman et moi sommes si fiers de toi. Puis il y avait les commentaires de ses amis artistes, des gens qui n'avaient probablement jamais vendu une seule toile de leur vie, tellement vrai, Bastien. Le monde de l'argent ne comprendra jamais la pureté de la création. Lâche rien, l'artiste. La famille,
C'est celle qu'on choisit, pas toujours celle du sang. Et le coup de grâce, des commentaires de cousins et de vieilles connaissances de la famille, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est triste. Courage à vous deux. Faustine a toujours été un peu spéciale. J'espère qu'elle reviendra à la raison. Ils étaient en train de me juger. De me condamner sur la base d'une seule version, une version tordue et mensongère de l'histoire. Ils me transformaient en paria, en méchante de conte de fées, la sœur ingrate qui écrase les rêves de son frère artiste. L'humiliation du restaurant était une chose. C'était intense, mais éphémère. Ceci était différent. C'était permanent. C'était écrit noir sur blanc sur Internet, pour que tout le monde puisse le voir, le commenter, le partager. C'était une tentative délibérée de détruire ma réputation, de m'isoler, de me faire passer pour folle aux yeux de notre cercle social et familial. Des larmes de rage et d'impuissance ont commencé à couler sur mes joues. J'ai serré mon téléphone si fort que mes doigts en sont devenus blancs. Je voulais répondre. Je voulais hurler ma vérité dans les commentaires, exposer leurs mensonges, leurs manipulations, les 10 années de dépendance financière. Mais je me suis retenue. Je savais que cela ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Il me ferait passer pour une hystérique. Je me suis sentie piégée, salie. Il ne se contentait pas de vouloir mon argent. Maintenant, il voulait ma dignité. J'ai pleuré pendant une bonne dizaine de minutes. Des larmes de rage. Mais ensuite, la rage s'est transformée en autre chose. Une froide détermination. Ils avaient voulu la guerre? Très bien. Mais ils avaient fait une erreur stratégique monumentale. Ils m'avaient poussé dans mes derniers retranchements. Et ils allaient découvrir que la petite sœur, froide et calculatrice, savait aussi se battre. Et contrairement à eux, je n'allais pas utiliser des mots, mais des actions. Des actions concrètes, irréversibles et dévastatrices pour leur petit monde confortable. La phase de deuil et de choc était terminée. La publication de Bastien, bien que cruelle, a eu un effet inattendu, elle a pulvérisé les derniers vestiges de culpabilité que je pouvais ressentir. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'hésitation. Ils avaient déclaré une guerre totale, et je ne pouvais plus me permettre de rester sur la défensive. Après avoir pris une douche et m'être habillée, je me suis assise à mon bureau, non pas avec mon ordinateur de travail, mais avec mon ordinateur personnel. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à faire une liste. Une liste d'actions. C'était ma nouvelle feuille de route, mon plan de bataille pour reprendre le contrôle total de ma vie et de mes finances. Le premier point sur la liste était le plus simple et le plus symbolique. Je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne. J'ai navigué jusqu'à la section « Virement permanent ». Il y en avait 2 qui me concernaient. Le premier, intitulé « Loyer maman », programmé pour le 28 de chaque mois. Le second, « Argent de poche Bastien », une somme plus modeste mais régulière, que je lui envoyais sous la pression de ma mère pour ses petites dépenses. Avec un sentiment de libération presque physique, j'ai cliqué sur le premier. « Voulez-vous vraiment supprimer ce virement permanent ?» a demandé le site. J'ai cliqué sur « Confirmer » sans une seconde d'hésitation. Puis j'ai fait de même pour le second. En l'espace de 30 secondes, 10 ans de servitude financière venaient de prendre fin. Le principal cordon ombilical qui les reliait à moi était coupé. Le deuxième point de ma liste nécessitait un appel téléphonique. J'ai cherché dans mes dossiers le numéro de l'agence immobilière qui gérait l'appartement de ma mère. C'est moi qui m'étais portée garante pour elle à l'époque, car ses revenus étaient inexistants. Mon nom était sur le bail en tant que garant solide. Une femme à la voix professionnelle a répondu. J'ai expliqué la situation calmement et clairement. Bonjour madame. Je vous appelle concernant le bail de l'appartement de madame Martine Dubois au 15 rue des Pierres Plantées. Je suis sa garante, Faustine Dubois. Je souhaite vous informer par cet appel, qui sera suivi d'une lettre recommandée, que je retire ma garantie à compter de la fin du préavis légal. Je ne serai plus responsable du paiement du loyer à l'issue de cette période. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je vois, a dit la femme, un peu surprise. Nous allons donc devoir contacter madame Dubois pour l'informer qu'elle devra soit présenter un nouveau garant, soit quitter les lieux à la fin du bail.
C'est exact, ai-je répondu. Je vous remercie. J'ai raccroché, le cœur battant un peu plus vite. C'était fait. Le filet de sécurité avait disparu. Pour la première fois de sa vie d'adulte, ma mère allait devoir faire face à la réalité, un toit au-dessus de sa tête à un coup. Le troisième et dernier point de ma liste était un email. Je ne voulais plus jamais leur parler, mais je voulais que les choses soient claires, officielles. J'ai ouvert ma messagerie et j'ai rédigé un court message, adressé à la fois à ma mère et à mon frère. Le ton était formel, presque administratif. Objet, modification importante concernant mon soutien financier. Chère maman, cher Bastien. Suite aux événements récents, je vous écris pour vous informer de plusieurs décisions que j'ai prises. À compter de ce jour, tous les virements financiers de ma part à votre égard sont définitivement interrompus. De plus, j'ai informé l'agence immobilière que je retirais ma garantie pour le loyer de l'appartement. Je vous encourage à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de votre logement. La situation a clairement démontré que ma contribution n'est ni appréciée ni respectée. Étant donné que je ne suis, selon vos propres termes, même pas digne de lui cirer ses chaussures, il est donc logique que je me retire et que je laisse à Bastien, l'artiste de la famille, l'opportunité de subvenir aux besoins de notre mère avec son immense talent. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Cordialement, Faustine. J'ai relu l'email une fois. C'était froid. C'était dur. Mais c'était la vérité. Chaque mot était justifié. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer » pendant une seconde. C'était le point de non-retour. En cliquant, je ne brûlais pas seulement les ponts, je dynamitais le paysage tout entier. J'ai cliqué. Un sentiment étrange m'a envahi. Pas de joie. Pas de tristesse. Juste la certitude absolue d'avoir fait ce qui devait être fait. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre. Attendre la détonation. Attendre qu'il réalise que le jeu était terminé et que j'avais gagné. L'email a été envoyé à 9h30 du matin. La première réaction est arrivée à 9h32. C'était un email de Bastien, visiblement écrit dans la panique la plus totale. C'est une blague? Dis-moi que c'est une blague. Tu ne peux pas faire ça. Maman va être dévastée. Tu es folle ou quoi? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement supprimé le message. Pendant une semaine, ce fut le silence radio. Un silence lourd, tendu, comme le calme avant une tempête. Je savais qu'il ne resterait pas inactif. Il devait être en train de se concerter, de mettre au point une nouvelle stratégie. L'attaque frontale de la colère et l'attaque détournée de la diffamation publique n'avaient pas fonctionné. Il était temps pour eux de sortir l'arme ultime de leur arsenal de manipulation, les larmes et la pitié. Le mardi suivant, exactement une semaine après le dîner catastrophique, mon téléphone fixe a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Méfiante, j'ai laissé la messagerie prendre l'appel. Quelques secondes plus tard, j'ai écouté le message. La voix était celle de ma mère, mais elle était méconnaissable. C'était la voix d'une femme brisée, sanglotante. Faustine, ma chérie, c'est maman. J'appelle du téléphone d'une voisine. S'il te plaît, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Je t'en supplie. Malgré moi, mon cœur s'est serré. C'était ma mère, après tout. Entendre cette détresse dans sa voix a touché une corde sensible, une corde que je pensais avoir coupée. J'ai lutté contre moi-même pendant quelques minutes, puis j'ai cédé. J'ai composé le numéro. Elle a décroché à la première sonnerie. Faustine. Oh, ma chérie, merci d'avoir appelé, a-t-elle commencé, entre deux sanglots déchirants. Qu'est-ce que tu veux, maman, ai-je demandé, essayant de garder ma voix aussi neutre que possible. Je voulais m'excuser, a-t-elle pleuré. Ce que j'ai dit au restaurant, je ne le pensais pas. J'étais stressée, fatiguée. J'ai tellement peur pour l'avenir de Bastien, et j'ai dit n'importe quoi. Je suis une mère horrible. Pardonne-moi, ma fille, je t'en supplie. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais s'excuser. Si elle l'avait fait une semaine plus tôt, cela aurait peut-être tout changé. Mais maintenant, ces mots sonnaient creux, calculés.
Je suis désolée que tu te sentes comme ça, ai-je répondu prudemment. On ne peut pas laisser les choses comme ça, a-t-elle continué, sentant peut-être une ouverture. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous mettre à la rue. Pense à ton frère, son exposition, il est tellement fragile. Si tu fais ça, il ne s'en remettra jamais. Tu vas le détruire. Je suis restée silencieuse. Voyant que la pitié ne fonctionnait pas aussi bien qu'escompté, elle a changé de tactique. Les sanglots se sont arrêtés net, et sa voix a pris une tournure amère et accusatrice. Mais c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Nous voir souffrir. Tu as toujours été jalouse de ton frère, de son talent. Tu veux te venger. Ce n'est pas de la vengeance, maman. C'est une conséquence, ai-je dit calmement. La conséquence de vos paroles et de vos actes. Tu es sans cœur, a-t-elle crié, le masque tombant complètement. Une vipère que j'ai nourrie en mon sein. Si je me retrouve à la rue, si je tombe malade à cause de tout ce stress, ce sera ta faute. Tu auras la mort de ta propre mère sur la conscience. J'espère que tu pourras dormir la nuit. Et elle a raccroché brutalement. Je suis restée là, le combiné à l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Cette conversation m'avait épuisée. Elle avait joué toute la partition, les excuses, la pitié, la culpabilisation, la colère, la menace. C'était une performance de maître. Et pendant un instant, une fraction de seconde, ça a presque marché. La petite fille en moi qui voulait juste que sa maman l'aime a eu envie de tout annuler, de rappeler et de dire « D'accord, j'arrête tout, ne m'abandonne pas ». Mais la femme de 34 ans que j'étais devenue a tenu bon. Je savais que ce n'était qu'une autre forme de manipulation. Un test. Si je cédais maintenant, rien ne changerait jamais. Leur tentative de me faire plier par la pitié avait échoué. Mais j'ignorais qu'au même moment, une conversation se déroulait dans le salon de ma tante, une conversation qui allait me révéler un allié inattendu et me donner la force de tenir jusqu'au bout. 2 jours après la tentative de manipulation téléphonique de ma mère, alors que je commençais à douter et à me sentir terriblement seule dans cette bataille, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. D'habitude, je ne réponds jamais, mais une intuition m'a poussée à décrocher. « Allô » ai-je dit prudemment. « Faustine ? C'est Hervé. Ton oncle. » J'ai été surprise. Mon oncle Hervé ne m'avait jamais appelé de sa vie. C'était un homme de peu de mots, toujours en retrait, éclipsé par la personnalité exubérante et autoritaire de ma tante Agnès. « Oncle Hervé ? Est-ce que tout va bien ? » Il y a eu un silence, puis un long soupir à l'autre bout du fil. « Oui, enfin non. Écoute, je ne vais pas te retenir longtemps. J'imagine que tu ne veux plus entendre parler de personne de ce côté de la famille. Et je te comprends. » Sa voix était grave, fatiguée. « Je t'appelle pour une seule raison, » a-t-il continué. « Pour te dire que tu as bien fait. » J'ai dû m'asseoir. Ces mots étaient si inattendus qu'ils m'ont pris au dépourvu. Je ne comprends pas. Si, tu comprends très bien, a-t-il dit avec une pointe d'impatience. Ce qui s'est passé au restaurant, c'était ignoble. Je suis un lâche, Faustine. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me lever et te défendre. Mais je suis mariée à la sœur de ta mère depuis 35 ans, et j'ai appris à choisir mes batailles. Et ce soir-là, j'ai été lâche. Et je m'en excuse. J'étais sans voix. Je pouvais presque visualiser la scène, mon oncle, probablement enfermé dans son garage ou son bureau pour passer cet appel en secret, loin des oreilles de ma tante. Ça fait des années que je regarde ce petit jeu, a-t-il poursuivi, sa voix chargée d'une amertume contenue. Ta mère qui vit dans un monde imaginaire où son fils est un génie et toi, la vache à lait. Et Agnès qui jette de l'huile sur le feu parce qu'elle a toujours été jalouse de la réussite de ton père, et maintenant de la tienne. C'est un système toxique, et tu en as été la victime pendant bien trop longtemps. Des larmes ont commencé à brouiller ma vue. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de rage ou de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Je n'étais pas folle. Quelqu'un d'autre l'avait vu. Je me souviens d'un truc, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant un peu. Tu devais avoir 10 ans. Mon vieil ordinateur était en panne. J'allais le jeter.
Tu es venu avec un tournevis et un livre de la bibliothèque, et tu as passé tout le week-end à le démonter et le remonter. Et tu l'as réparé. Ta mère n'arrêtait pas de te gronder parce que tu étais couverte de poussière et que tu ne sortais pas jouer. Mais moi, j'ai vu. J'ai vu cette détermination, cette intelligence. J'ai su ce jour-là que tu irais loin. Et que tu étais plus forte que tous réunis. Je n'ai pas pu retenir un petit sanglot. Ce souvenir, ce simple geste de reconnaissance, valait plus que toutes les louanges que j'avais espéré recevoir de ma mère. Ne doute pas de toi, Faustine, a conclu mon oncle. Ne te laisse pas ronger par la culpabilité. Ils ont fait leur lit, à eux de s'y coucher. Toi, vis ta vie. Tu l'as mérité. Merci, ai-je murmuré, la gorge serrée. Merci, oncle Hervé. Ça compte énormément pour moi. C'est normal. Allez, je dois te laisser avant que le dragon ne se réveille. Prends soin de toi. Et il a raccroché. J'ai posé mon téléphone, et je me suis sentie plus légère que jamais. L'approbation de cet homme discret et juste avait validé ma décision d'une manière incroyablement puissante. Ce n'était plus seulement ma bataille. C'était une question de justice, une justice que même un membre de leur propre camp reconnaissait. Cette conversation m'a donné l'armure dont j'avais besoin pour affronter la suite. Et c'était une bonne chose, car ma mère et mon frère n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Ils préparaient leur dernière carte, la plus désespérée et la plus vile de toutes. La validation de mon oncle m'a portée pendant plusieurs jours. Je me sentais plus forte, plus sûre de ma décision. J'avais commencé à regarder des annonces d'appartements, à me projeter dans un avenir où mon argent servirait enfin mes propres projets, mes propres rêves. Et puis, le téléphone a sonné. C'était ma tante Agnès. J'ai hésité. J'avais bloqué son numéro de portable, mais elle appelait de sa ligne fixe. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché. Peut-être que l'appel d'Hervé signifiait qu'elle aussi avait changé d'avis. Quelle erreur! Faustine, a-t-elle crié dans le combiné, sa voix stridente et paniquée. Il faut que tu viennes tout de suite à l'hôpital Édouard Herriot. C'est ta mère. Mon sang s'est glacé. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son cœur, a-t-elle sangloté, ou du moins, elle a essayé de faire semblant de sangloter. Elle a reçu la lettre de l'agence immobilière ce matin. Le choc a été trop violent. Elle s'est effondrée. Le SAMU est venu la chercher. C'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Si elle meurt, tu l'auras sur la conscience pour le reste de ta vie. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. C'était exactement ce que ma mère avait prédit. Tu auras la mort de ta propre mère sur la conscience. Les mots résonnaient dans ma tête. Mon Dieu, et si c'était vrai? Et si mon action, aussi justifiée soit-elle, avait provoqué une crise cardiaque? J'arrive, ai-je bredouillé, déjà en train de chercher mes clés et mon sac. J'ai commandé un Uber, les mains tremblantes. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, mon esprit était en ébullition. Des images de ma mère, intubée, sur un lit d'hôpital, se bousculaient dans ma tête. La colère et la rancœur avaient disparu, remplacées par une peur primale. La peur de perdre ma mère. Arrivé devant l'immense complexe hospitalier, j'ai payé le chauffeur et j'ai couru vers l'accueil des urgences. Une infirmière à l'air fatigué m'a regardé par-dessus ses lunettes. Bonjour, je cherche ma mère, Martine Dubois. Elle aurait été admise pour un problème cardiaque il y a environ 1 heure, ai-je expliqué, le souffle court. L'infirmière a tapé le nom sur son ordinateur. Elle a froncé les sourcils. Dubois, Martine? Non, désolé. Personne de ce nom n'a été admis aujourd'hui. Ni aux urgences, ni en cardiologie. Vous êtes sûr, ai-je insisté, le cœur battant à tout rompre. Peut-être sous un autre nom? Elle est arrivée avec le SAMU. Madame, je suis formelle, a-t-elle dit, un peu agacée. Il n'y a aucune Martine Dubois hospitalisée ici. Peut-être ont-ils changé d'hôpital? Quelque chose clochait. L'histoire de ma tante était si précise. L'hôpital Édouard Herriot. Une crise cardiaque. Le SAMU. Une idée terrible,
presque impensable, a commencé à germer dans mon esprit. J'ai remercié l'infirmière et je suis ressorti sur le parvis. J'ai pris mon téléphone. Au lieu d'appeler ma tante, j'ai appelé l'accueil général de l'hôpital. J'ai changé mon histoire. Bonjour, j'appelle de la part du docteur Fournier. Je dois juste vérifier une information sur une patiente qui est venue pour une consultation ce matin, Madame Martine Dubois. Pouvez-vous me confirmer qu'elle est bien repartie? J'ai retenu mon souffle. Un instant, je regarde, a dit la standardiste. Oui, Madame Dubois avait rendez-vous en dermatologie à 10 heures. Elle est sortie il y a 1 heure. Tout s'est bien passé. Dermatologie. Pas cardiologie. Une consultation. Pas une hospitalisation d'urgence. Le téléphone a failli me tomber des mains. Ils avaient menti. Ils avaient inventé une crise cardiaque. Ils avaient utilisé la peur la plus fondamentale d'un enfant, la peur de la mort d'un parent, comme un outil de manipulation. Ils m'avaient fait courir à l'hôpital, folle d'inquiétude, pour un mensonge. La culpabilité et la peur se sont évaporées, remplacées par un dégoût si profond qu'il m'a donné la nausée. Ce n'était plus de la toxicité. C'était de la perversité. C'était la limite. La ligne rouge qu'il n'aurait jamais dû franchir. Ils n'avaient pas seulement essayé de me manipuler. Ils avaient tué les derniers restes d'amour et de respect que je pouvais encore avoir pour eux. En restant planté là, devant l'hôpital qui n'avait jamais accueilli ma mère, je savais ce que je devais faire. Il ne s'agissait plus de couper les ponts. Il s'agissait de saler la terre pour que plus rien ne puisse jamais repousser entre nous. Et je savais exactement comment j'allais le faire. Je ne suis pas rentrée chez moi tout de suite. Je suis allée m'asseoir dans un parc, sur un banc, et j'ai regardé les gens vivre leur vie. Des enfants qui riaient, des couples qui s'embrassaient, des personnes âgées qui lisaient le journal. Un monde normal, un monde dont je m'étais sentie exclue pendant si longtemps. Le dégoût avait laissé place à une étrange sérénité. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place. Leur dernière manipulation m'avait offert le cadeau ultime, la certitude absolue. Il n'y avait plus de « et si », plus de culpabilité, plus de doute. Seulement la froide et dure vérité, cette relation était un poison, et le seul antidote était l'amputation. Le lendemain, je suis allée à ma banque. Pas au distributeur, mais à l'intérieur, au guichet. J'ai demandé à retirer une somme conséquente en espèces. Assez pour couvrir 3 mois de loyer dans un petit appartement et les dépenses de base. La guichetière m'a regardé un peu étrangement, mais a exécuté la transaction. Puis, je suis rentrée chez moi et je me suis installée à mon bureau. J'ai pris une feuille de papier de qualité, pas une feuille d'imprimante, mais une belle feuille de correspondance. Et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre de colère. Pas une lettre de reproche. C'eût été leur donner encore du pouvoir sur mes émotions. J'ai écrit une lettre de clôture. Maman, ceci est la dernière communication que tu recevras de ma part. La comédie de l'hôpital a été la dernière manipulation que je tolérerai. Tu trouveras dans cette enveloppe une somme d'argent. C'est un dernier geste, non par amour ou par devoir, mais pour que tu ne puisses jamais dire que je t'ai laissé sans rien. C'est assez pour que toi et Bastien puissiez vous retourner et trouver une solution pour votre avenir. Gérez-la intelligemment. Il n'y en aura pas d'autre. Je te pardonne. Pas parce que tu le mérites, ou parce que tes excuses étaient sincères, mais parce que je mérite la paix. Je me libère du poids de la colère et de la rancœur que j'ai porté pour toi pendant toutes ces années. Ne cherche plus à me contacter. Ni toi, ni Bastien, ni personne agissant en votre nom. Si vous le faites, je considérerai cela comme du harcèlement et j'agirai en conséquence. Je te souhaite de trouver un jour ce que tu cherches. Adieu. Faustine. J'ai glissé la lettre et l'épaisse liasse de billets dans une grande enveloppe. Je l'ai envoyée en recommandé avec accusé de réception. Le point final. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Au début, le silence était assourdissant. Je m'attendais à chaque instant à une nouvelle attaque, une nouvelle tentative. Mais il n'y en a eu aucune. La finalité de mon geste, et peut-être la réalité financière qui les avait rattrapés, les a réduits au silence. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé pour mon acompte,
Non pas pour acheter un appartement, mais pour acheter ma liberté. J'ai posé 3 semaines de vacances. J'ai acheté un billet d'avion pour l'Italie. Seul. Et c'est là que cette histoire se termine. Ou plutôt, c'est là que ma nouvelle histoire commence. Je vous écris mentalement ces derniers mots depuis une petite terrasse ensoleillée à Portofino. Devant moi, la mer scintille. L'odeur du café et des citronniers remplit l'air. C'est la première fois de ma vie que je voyage sans un poids sur mes épaules, sans la culpabilité de dépenser de l'argent qui, selon ma mère, aurait dû leur revenir. Hier, j'ai reçu un email de mon oncle Hervé. Il y avait juste une photo de lui et de ses enfants, souriant lors d'un barbecue, avec une simple phrase, « Vis bien, ma grande. Tu es une femme forte. » J'ai souri en lisant son message. Un vrai sourire, pas un masque. Il a raison. Je suis forte. Forte d'avoir brisé un cycle toxique. Forte d'avoir choisi ma santé mentale plutôt qu'une illusion de famille. Parfois, la décision la plus difficile est aussi la plus nécessaire. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner est de savoir partir. Mon voyage a été long et douloureux, mais la paix que j'ai trouvée de l'autre côté n'a pas de prix. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour protéger votre bien-être? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec une relation toxique, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vos expériences peuvent donner de la force et du courage à quelqu'un qui est peut-être en train de vivre la même chose en ce moment même. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie.